Bonjour tout le monde, très heureux qu'on ait l'occasion de se réunir aujourd'hui pour discuter d'un thème, je pense, qui soulève les passions, l'intérêt de tous et toutes, la question de domination adulte, dans une perspective là, de réfléchir à la queerness, à la transitude. Donc, Ariane m'avait présenté, donc Kevin Lavoie, je vais être votre animateur pour aujourd'hui. En fait, mon rôle va être assez très sommaire. J'aurai l'occasion de simplement présenter un peu le contexte, revenir un peu sur certains éléments, vous présenter nos deux panélistes d'aujourd'hui. Ensuite, moi, je vais me taire pour vraiment leur laisser l'occasion de discuter. Puis, en fait, ça va être une formule des discussions à laquelle on va se prêter au jeu. On va assister à leur discussion, à nos deux panélistes. Puis, on va revenir en période de questions pour pouvoir échanger, poursuivre les échanges et les discussions ensemble. Comme Ariane l'a mentionné, en fait, aujourd'hui, c'est le quatrième séminaire d'une série de quatre. Donc, on clôt vraiment la série d'échanges qu'on a eus justement dans la foulée la parution de l'ouvrage sur le passage à la vie adulte, le bouquin que j'ai co-dirigé avec mes collègues Lisandre et Marie-Claude, qui invite à se saisir de la question du passage à la vie adulte dans une perspective queer, dans une perspective de repenser en fait les seuils biographiques avec les parcours de vie, la question un peu des pratiques sociales déployées. Bref, c'est une série, c'est un ouvrage collectif que j'ai eu le plaisir de piloter. 12 chapitres abordent différentes réalités de différents pays également. Donc, dans la série, on a eu l'occasion, avec le crémiste, de se pencher sur la question des pratiques communautaires avec le Gris Montréal. Ça, c'était le premier webinaire. Le deuxième, on s'est intéressé aux pratiques transaffirmatives avec deux conférencières, des spécialistes de la question, pour penser en fait l'accompagnement, l'accès aux soins des jeunes trans et non-binaires et l'accompagnement des parents, par exemple. Et le troisième séminaire s'est penché sur le parcours de vie des jeunes étudiants et étudiantes au cégep et à l'université dans une perspective croisée entre le Québec, la Suisse et la France. Et maintenant, pour le quatrième, on prend comme point de départ le 12e chapitre qui avait été signé par Gabriel Richard, qui se penchait en fait sur la domination adulte, mais du prisme des parcours de vie des jeunes trans, des jeunes queer, pardon. Donc vraiment, la parole, les rapports d'âge, les rapports de pouvoir, qu'est-ce qui se passe dans ces contextes-là, comment la parole des jeunes est captée. Et là, on va prendre le point de départ comme ça de ce chapitre-là pour poursuivre les échanges en ajoutant cette fois-ci le point de vue des parents qui ont un enfant trans ou non-binaire. Et là, avec cette occasion-là, cette proposition que je vous fais aujourd'hui, on réunit aujourd'hui autour de la table Gabriel Richard et Nicolas Salé. Gabrielle est professeure au département de sexologie à l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM. Elle s'intéresse aux questions d'éducation à la sexualité également, puis le faire famille à la marge, puis les questions de domination adulte. Puis on a aussi donc Nicolas Salé qui est co-directeur du CREMIS et professeur au département de sociologie à l'Université de Montréal, qui dernièrement, dans le cadre de ses travaux, s'est intéressé au point de vue des parents d'enfants jeunes trans et non-binaires. Et donc, en combinant vos travaux, vos perspectives, vos analyses qui sont en cours aussi, plus ou moins, donc ça va être, je crois, une discussion stimulante. Donc, sans plus tarder, je vous laisserai le micro à Gabriel et Nicolas. Merci d'avoir accepté l'invitation du Crémis pour participer à cette série de séminaires. Et on se retrouve dans à peu près 45 minutes, tout le monde, là, pour une période d'échange. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, allez-y. Vous pouvez mobiliser également le clavardage pour ne pas oublier vos idées. On va y revenir en période d'échange là, dans quelques minutes pour ça. Puis sinon, ben voilà, je vous laisse le micro à toutes les deux. Merci encore pour l'invitation. Bonjour Nicolas. Salut Bonjour, Gabriel. bonjour tout le monde. Merci d'être là virtuellement. Merci à Kevin pour l'organisation. Merci à Ariane et à toute l'équipe du Crémis aussi. Ce qu'on vous propose, Nicolas et moi, c'est un espèce de regard croisé sur des parties de nos travaux qui se font écho assez directement. Puis peut-être pour commencer, Nicolas, je ne sais pas si tu voudrais nous dire un peu quelques mots. Alors, on va déployer ça en plusieurs temps, mais nous dire un petit peu de ton point de vue, de quoi on va parler en ce qui concerne tes travaux plus spécifiquement. Sous quel angle on va les prendre ce midi? Ouais, c'est ça. En fait, ouais, pour préciser à tout le monde, plutôt que de faire deux conférences l'un après l'autre, on va dialoguer, on va se renvoyer la balle sur différentes questions. Donc, en effet, merci Gabriel puis merci à Kevin et au Crémis évidemment pour l'organisation.
Bah oui, de quoi on va parler? Moi, en fait, je vais parler d'un article que j'ai publié avec Florence Gigardias, que je suis très content de voir ici, là, voilà, qu'on a publié récemment sur ce qu'on a appelé une parentalité transseptique. Alors, je vais essayer d'expliquer ce que ça, pourquoi on a utilisé ce terme-là, etc. Mais juste pour présenter un peu sur quoi ça s'appuie, c'est un petit peu ça l'objectif de cette première prise de parole. C'est un article qui s'inscrit en fait dans une enquête plus large que je mène depuis plusieurs années en France et au Québec sur les réactions sociales, on va dire, les réactions du monde social à la non-conformité de genre des enfants. Et plus précisément, en fait, ce qui m'intéresse dans l'enquête, c'est d'interroger un certain nombre de réactions d'adultes à cette non-conformité. Et puis quand je dis adultes, je pense essentiellement à deux groupes. Il y a les cliniciens, cliniciennes d'un côté, et il y a les parents de l'autre. Voilà, c'est les deux principaux groupes d'adultes qui m'a intéressé. Donc le premier axe de l'enquête, voilà, il a porté sur les cliniciens, les cliniciennes. Il propose surtout une histoire en fait des savoirs et des pratiques cliniques qui sont destinées aux enfants qui sont jugés non conformes sur le plan du genre, qui peuvent être des enfants, des jeunes trans, non binaires. Très schématiquement, on observe dans cette histoire des savoirs cliniques, je vous le dis très rapidement parce que ça va influer sur ce que je vais raconter sur les parents. On observe deux grandes postures cliniques. La première posture, c'est une posture de correction, qu'on peut aussi dire parfois de conversion, qui vise à réaligner l'enfant avec son sexe assigné à la naissance, donc une posture disciplinaire, si vous voulez, de correction. Puis la deuxième, c'est une posture d'accompagnement qui va plutôt consister dans une perspective transaffirmative, par exemple, on a eu un séminaire là-dessus, à accompagner, à soutenir l'enfant dans l'exploration de son genre, voire dans une transition éventuelle. Et ce versant clinique, pourquoi j'en parle? Parce qu'il n'est pas séparé de la question parentale, au contraire. Pourquoi il n'est pas séparé des parents? Parce que les parents, en fait, c'est aussi des acteurs de ce champ. Pourquoi c'est des acteurs de ce champ clinique? Parce qu'ils ont un ascendant sur leurs enfants. C'est ce qu'on appelle cet ascendant, c'est au principe de ce qu'on appelle la domination adulte. On va y revenir tout à l'heure. Et ce sont eux qui orientent leurs enfants vers certains professionnels, qui vont rechercher certaines expertises cliniques, qui vont sélectionner des discours jugés légitimes, etc. Donc en fait, les parents, ils participent, ils se positionnent dans ces savoirs cliniques. Et donc le second axe de l'enquête, il porte donc plus directement sur les parents. Alors j'ai rencontré des parents de 31 familles en France et au Québec, en essayant de faire varier des milieux sociaux, les trajectoires des enfants et aussi les positions parentales. Pour moi, c'était très important d'essayer de rencontrer à la fois des parents qui soutiennent leur enfant sous des formes extrêmement variées sur lesquelles j'aurais pas trop le temps de revenir dans leur exploration de genre, et puis aussi des parents qui s'y opposent. Et donc c'est plutôt sur ces parents-là que je vais essayer qu'on a travaillé avec Florence dans cet article. Je vais vous expliquer comment on a travaillé plus tard. Mais voilà, et donc on a opposé un peu, si vous voulez, une parentalité transaffirmative d'un côté et puis une parentalité transseptique de l'autre. Et donc voilà, c'est ces parents opposés. Et ce qui nous a intéressé, c'est pas simplement leur opposition en tant que telle, mais comment ils pensent cette opposition, comment ils justifient cette opposition. Et en fait, le résultat principal, et là je laisse la parole tout de suite à Gabriel, c'est qu'ils la justifient au nom d'une idée qu'ils protégeraient leur enfant en s'opposant à sa transition de genre. Et c'est précisément là qu'entre en jeu un concept important sur lequel je reviendrai plus tard, qui est celui de paternalisme, c'est-à-dire en fait un contrôle qui est exercé sur l'enfant, une opposition au nom de sa protection. En tout cas, c'est la justification que les parents se donnent, évidemment. Voilà. Et je te laisse la parole tout de suite, Gabriel, pour que tu nous dises, toi, sur quoi tu vas t'appuyer. Alors, c'est intéressant parce qu'on est vraiment comme en effet miroir, toi et moi, par rapport à nos travaux sur cet aspect-là, et sans s'être consultés en amont par ailleurs. Et donc, moi, mon point de vue, c'est vraiment le point de vue des jeunes personnes à qui j'ai posé, je vais un peu évoquer certains aspects de la méthodologie que j'ai adoptée, mais je voulais aller voir ce qui se passe dans les relations enfants-adultes, mais du point de vue des jeunes personnes queer, des jeunes personnes trans, des jeunes personnes en questionnement, en exploration sur les plans de l'identité de genre ou de l'orientation sexuelle. Puis, ce que je veux dire aussi, en fait, je pense que c'est important qu'on le dise en début, c'est-à-dire qu'on a un sujet qui n'est pas facile. C'est-à-dire que on a essayé, moi et Nicolas, de tout à l'heure vous laisser sur une note plus positive, mais on est quand même sur des constats qui sont peut-être lourds à certains moments. Donc, je veux juste le nommer d'entrée de jeu pour comme, pas tant un trigger warning, mais juste que vous sachiez un peu à quoi vous allez avoir affaire.
Dans le cadre de moi, de mon propos aujourd'hui, il se situe dans le cadre d'une enquête que j'ai menée et qui portait sur les relations qu'entretiennent des personnes mineures. Donc, je vais les nommer queer et trans, mais c'est très inclusif et il y a beaucoup de fluctuations dans les parcours queer à différents âges. Je vais dire queer et trans un peu pour de manière plus raccourcie. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir comment les relations, quelles étaient les relations que ces jeunes personnes-là entretenaient avec les adultes qui étaient des adultes significatifs dans leur vie. Donc, leurs parents ou leurs représentants légaux, légal, leurs profs souvent, leurs psy ou médecins, les membres de la direction scolaire, parfois leurs grands-parents, etc. Donc, il n'y avait pas nécessairement un focus uniquement sur les parents, bien que, évidemment, vous l'imaginez bien, les parents et notamment les mères sont beaucoup ressortis dans le cadre de cette enquête-là. Très concrètement, je me suis entretenue soit par entretien visio, soit par le biais d'un questionnaire d'enquête avec à peu près un peu plus de 80 personnes mineures qui avaient entre 5 ans et demi et l'âge de la majorité. Donc, bien sûr, à 5 ans et demi, j'avais l'appui d'une personne adulte alliée en l'occurrence d'un de ses parents dans ce contexte-là. Et donc, mes questions portaient sur leur appréciation de la relation avec les adultes, leur capacité ou leur sentiment de pouvoir être elles-mêmes avec les adultes de leur vie, leur sentiment d'être compris par eux, puis aussi sur les discours que ces adultes-là pouvaient leur tenir par rapport à leur propre, par rapport à l'orientation sexuelle ou identité de genre de ces jeunes-là, ou par rapport à leur questionnement. Donc, c'est quoi l'espèce de réverbération ou écho des adultes sur leur vie. Fait que c'est un peu c'est drôle, on a un peu choisi de rentrer dans le sujet par la méthode ou en tout cas par le contenu. Une distinction qu'on a aussi, toi et moi, dans nos travaux, Nicolas, c'est qu'on n'a pas nécessairement la même, on a des constats très similaires, mais on n'a pas nécessairement la même porte d'entrée conceptuelle. Toi, tu parles de paternalisme. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce qui a sous-tendu ce choix, puis qu'est-ce que ça recouvre, cette notion de paternalisme? Ouais, merci, merci Gabriel. Puis je précise que j'ai toujours essayé dans mon enquête, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je trouve que c'est important. J'ai toujours essayé de rencontrer les enfants des parents que je rencontrais, autant que c'était possible de le faire. Et quand c'était des parents qui s'opposaient à la transition de genre de leur enfant, le refus était quasi systématique. Ouais, voilà, je le précise. Euh, alors oui, le concept central, c'est celui du paternalisme. Alors, je ne veux pas faire un truc trop scolaire sur le concept, mais pour expliquer juste pourquoi on arrive à ce concept-là, je veux juste faire un petit détour par la question de l'âge, la question de la sociologie des âges, et puis comment est-ce que j'utilise la catégorie d'âge dans ce travail-là. Et peut-être même plus précisément comment j'utilise la catégorie d'enfant, parce que je dis que je travaille sur des enfants. Alors, enfant, en fait, je l'entends dans deux sens. Le premier sens, c'est un sens filial. Le sens filial, c'est être l'enfant de quelqu'un. Et dans ce cas-là, on peut rester l'enfant de ses parents très longtemps, parfois toute sa vie. Donc on peut être adulte et être enfant de ses parents de ce point de vue-là. Mais j'utilise aussi le terme enfance comme une catégorie d'âge. Et évidemment, un des enjeux forts de l'article avec Florence, c'est qu'il ne se joue pas du tout la même chose selon qu'on l'on parle d'un enfant prépubère, d'un adolescent ou d'un jeune adulte, y compris dans les rapports de pouvoir qui s'instaurent entre les parents et l'enfant. Voilà, donc la distinction, elle est importante parce que donc c'est les formes du pouvoir que les parents exercent sur leur enfant et se modulent fortement selon l'âge, selon l'avancée en âge, avec notamment quelque chose d'absolument crucial qui se joue autour du seuil de la majorité, autour du passage à la majorité. Dans notre article, c'est important. Avant la majorité, en fait, les parents, ils disposent de nombreuses prises sur leur enfant, ils disposent de quelque chose que juridiquement on appelle l'autorité parentale, nombreuses prises sur les soins, nombreuses prises sur l'école, sur les professionnels consultés. J'ai pas dit tout à l'heure aussi, j'ai dit que c'était un travail en France et au Québec. Décidément, j'ai manqué beaucoup d'informations. Le collectif, parce c'est un collectif de parents opposés aux transitions de genre des mineurs auprès duquel j'ai mené l'enquête, et c'est un collectif français. Il y a un équivalent québécois, mais qui m'a refusé l'accès à des entretiens. On pourrait revenir si vous voulez. Donc là, c'est un collectif français. Alors, je le dis parce que les prises juridiques sur
sur la vie des enfants peuvent un tout petit peu varier selon des dispositions juridiques françaises ou québécoises, mais dans des termes généraux, ça se ressemble quand même très fortement. Alors voilà, ces prises-là dont les parents disposent quand les enfants sont mineurs, elles diminuent fortement, même si les rapports de pouvoir disparaissent pas complètement après la majorité. Et donc c'est là que le concept de paternalisme m'a semblé utile. Alors très simplement, le paternalisme, c'est une forme de pouvoir qui consiste à limiter l'autonomie de quelqu'un au nom de son propre bien. Oui. Donc dans les entretiens, ça apparaît assez clairement. Par exemple, une mère, donc en effet, c'est des mères essentiellement qu'on a rencontrées. Ça aussi, on pourra en discuter. C'est un point important de l'article qu'on publie. Mais voilà, je vous donne juste des phrases. Par exemple, une mère qui dit, enfin en gros, qui dit à son enfant, elle me raconte qu'elle dit à son enfant, tu me remercieras plus tard. Hein, de m'opposer à ta transition. Ou alors, une autre qui dit avec un ton beaucoup plus infantilisant, vous allez voir, je cite, on en reparle après le coming out de son enfant, on en reparlera plus tard, mon poussin. Ouais. Alors ces phrases, elles peuvent sembler banales, mais voilà, elles condensent bien cette logique. L'idée que je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi, précisément parce que tu n'es pas encore capable de le savoir par toi-même. Alors ici, le terme poussin, il est intéressant parce que il dit pas seulement le désaccord, il renvoie à une forme d'infantilisation. Et donc au moment même où ces adolescents, parfois jeunes adultes, hein, je vais vous préciser sur les questions d'âge, revendiquent une capacité à se définir par eux-mêmes, ils sont donc renvoyés à une position d'immaturité qu'exemplifie le terme de poussin. Voilà. Donc c'est ça, en fait, ce concept de paternalisme, voilà, mais les formes du paternalisme, les formes de pouvoir. Donc c'est pas juste, préciser, le paternalisme, c'est pas juste une attitude, c'est pas juste un trait psychologique ou c'est pas un caractère, c'est pas être autoritaire. Le paternalisme, c'est vraiment une forme de pouvoir qui s'articule à l'âge, à des rapports sociaux d'âge, à des rapports de pouvoir liés à l'âge, à une certaine distribution des droits, des capacités, des ressources selon l'âge des personnes et qui peut, voilà, qui permet des formes de pouvoir, de prise de décision ou de prise d'action pour autrui ou à la place d'autrui, au nom donc de son propre bien. Peut-être juste, je peux dire un dernier truc sur un autre concept qu'on utilise dans l'article, puis j'en dirai pas trop, j'en dirai pas beaucoup, mais c'est le concept de carrière. On utilise ce concept-là, alors qu'un concept qui est emprunté à un champ de la sociologie dont je vous parlerai pas tout de suite, puis ça serait beaucoup trop scolaire. Mais l'idée, elle est assez simple derrière ce concept, c'est l'idée de dire que ses parents, ils sont pas transseptiques dès le départ. En fait, le point de départ, c'est le choc, ils le présentent comme ça, le doute ou l'incompréhension initiale face au questionnement de genre de leur enfant. Et qui, d'ailleurs, ce choc, ce doute ou cette incompréhension initiale, c'est important de le dire, c'est pas des phénomènes qui sont propres aux parents qui vont ensuite s'opposer à la transition de genre de leur enfant. On les retrouve aussi chez les parents qui vont ensuite devenir soutenants. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe ensuite, précisément. Alors, il y a certains parents qui vont produire un travail émotionnel et qui vont se convertir peu à peu à des postures transaffirmatives, ou du moins à des postures acceptantes. Et puis d'autres, au contraire, qui vont s'approprier un ensemble de savoirs et qui vont consolider leur lecture sceptique. Vous voyez, donc, ce qu'on appelle donc cette parentalité transseptique, ils vont lire, ils vont mobiliser une certaine expertise, etc., qui vont justifier leur opposition. Donc progressivement, finalement, avec le temps, ils vont commencer à venir à considérer que leur enfant doit être protégé contre lui-même, tandis qu'eux-mêmes, hein, voilà, se redéfinissent comme de bons parents précisément parce qu'ils s'opposent à la transition de genre de leur enfant. Voilà, c'est comme ça que je le définirais. Alors, je serais très curieux que tu nous dises, toi, Gabriel, ton entrée conceptuelle, plus centrée sur le concept d'adultisme, si je me trompe pas, et les liens entre queerness et adultisme. Ouais. Oui, mais alors merci d'avoir partagé tes réflexions en coulisses de tout ça, c'est fortement intéressant. Moi, je parle effectivement, j'appréhende plutôt le sujet sous l'angle de l'adultisme ou la domination adulte. Je pense que j'utilise davantage le mot domination adulte, mais puis par là, j'entends effectivement ce que tu as nommé différemment, mais ce rapport de domination entre adultes et personnes mineures, que ce soit des enfants, des personnes adolescentes, etc., dans une société où l'âge de majorité joue comme une espèce de bifurcation et va contribuer à conférer des privilèges, des droits, des devoirs aux adultes de manière différentielle par rapport aux enfants. Je le distingue de l'agisme. Tu sais, le terme agisme existe aussi, puis il va plutôt désigner ce qui concerne le rapport de pouvoir qui s'exerce à l'encontre des personnes plus vieilles, etc. Donc, je trouve que c'est important d'aller voir peut-être ce qui se joue de l'ordre du spécifique
du point de vue du jeune âge et de la conception d'un statut qui est immature, qui n'est pas encore arrivé, qui ne se vaut pas encore dans une perspective presque évolutive ou développementale. J'ai choisi ce terme-là peut-être plus spontanément parce que je trouvais qu'il s'articulait de façon plus évidente pour moi, hein, à d'autres types de rapports de pouvoir. Parce que bien sûr, une personne n'a pas qu'un âge, une personne mineure qu'on interviewe, qu'on rencontre, etc. C'est pas qu'une personne qui est située sur le plan de l'âge, une personne qui a un genre, qui a une éducation, qui a une classe sociale, qui est une personne racisée ou non, etc. Puis ça lui confère des positionnalités qui sont spécifiques. Et donc, cette articulation entre l'âge et d'autres types de rapports de pouvoir, je la voyais pour moi plus intelligible en parlant ou en l'appréhendant sous l'angle de la domination adulte. Et sur ce plan-là, ce qui me semble intéressant, c'est la manière dont le principe même de l'adultisme ou de la domination adulte va dire il faut traiter, je le paraphrase évidemment, là, mais il faut traiter différemment les personnes jeunes parce qu'elles ont encore moins de capacité, il faut les protéger, elles sont vulnérables, etc. Donc, cette rhétorique que tu évoquais en début de webinaire, elle est très présente. Or, il y a vraiment un paradoxe parce que si on considère que les jeunes personnes, par définition, sont vulnérables, alors il faudrait qu'on présume qu'elles sont vulnérables de la même façon au même âge. Donc, qu'un enfant de 7 ans soit vulnérable de la même façon et conséquemment à protéger, quelle que soit sa positionnalité dans d'autres types de rapports de pouvoir. Or, ce qu'on remarque, c'est que ce n'est pas le cas. C'est très fortement imprégné d'autres types de rapports de pouvoir. Ça crée des spécificités. Puis, on va parler donc sur la base de ça, d'autres termes comme par exemple d'adultification, qui est la manière dont des personnes jeunes vont être traitées comme étant des adultes, donc ne vont pas bénéficier du bénéfice du doute ou du regard un enfant serait nécessairement innocent. On le voit beaucoup pour notamment des garçons noirs, des garçons racisés, etc. Donc, cette différence de traitement, elle me semblait du moins conceptuellement plus facile à appréhender avec cette notion qui faisait plus fortement écho pour moi à la question des rapports de pouvoir. Si tu me permets, Nicolas, je veux avancer un petit peu parce que j'aurais aimé ça te poser tout de suite la question de ce qui t'a amené à te pencher sur cette question d'imbrication entre paternalisme dans ton cas, puis pratique parentale ou enfin l'accompagnement ou la place des adultes par rapport à ça. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es penché là-dessus? Dans mes travaux, tu veux dire, à ce stade-là. Dans tes travaux, Ouais, ce oui. que tu veux Ouais, ouais, partager avec ouais, ouais. nous? Non, non, c'est chouette, merci. Mais oui, 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 tout à fait. Et en fait, c'est intéressant là, ce format de discussion, parce que j'ai évidemment plein de choses ce que tu dis me fait penser à plein de choses. Mais en tout cas, juste pour préciser un tout petit truc sur le concept de paternalisme, peut-être. Je pense que la question de la domination adulte est constitutive du paternalisme et d'autres formes de domination. En fait, le paternalisme, historiquement, je ne veux pas faire trop un cours trop scolaire là, mais c'est vraiment inscrit dans le droit, et je pense que c'est ça aussi qui distingue la domination adulte de l'agisme. C'est que la domination adulte, elle repose quand même sur le droit, sur la frontière de la majorité et de la minorité, qui a inscrit cette domination dans des structures juridiques qui lui donnent une permanence, une durabilité, etc. Et en fait, dans le premier, le droit du paternalisme, c'est les codes civils, dans le code civil français ou le code civil québécois. Et en fait, dans les premiers codes civils, en fait, le paternalisme, il vient juste fixer des régimes d'incapacité. Donc, les régimes d'incapacité, c'est plutôt les mineurs. Les mineurs n'ont pas la raison pour décider par eux-mêmes. Mais il y a bien d'autres personnes dans les premiers codes civils qui sont affectées de ces régimes d'incapacité, au premier chef desquels les femmes. Les femmes n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte en banque et n'avaient pas le droit de vote à l'époque, au 19e siècle. Et donc, en fait, c'est ce même régime d'incapacité. Les femmes n'étaient supposées pas assez raisonnables pour voter ou pour gérer leur argent par elles-mêmes. Donc, elles étaient infantilisées, pourrait-on dire. Et donc, elles subissaient ces formes de paternalisme. Donc, je pense que le croisement des rapports sociaux est central. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, je pense, si les formes les plus dures de paternalisme pèsent sur des personnes assignées filles. Assignées filles, en fait. Des personnes qu'on assigne au féminin vivent des formes de paternalisme, à mon avis, qui sont, alors ce sera à discuter, mais qui sont particulièrement fortes parce que ça croise ici la domination adulte et la domination masculine, la domination par le genre. Alors, pour répondre à ta question, excuse-moi après cette petite parenthèse, oui, en fait, ce projet, en fait, il s'inscrit assez directement dans un ensemble de travaux de recherche que je mène. En fait, depuis ma thèse, pour le dire, je vais le dire rapidement, mais je travaille sur la sociologie des déviances et des non-conformités juvéniles. Et ce qui m'intéresse toujours, c'est moins les comportements eux-mêmes
que la manière dont ils sont perçus, interprétés par des adultes. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe quand un comportement juvénile est perçu comme problématique? Qui va le qualifier de problématique? Qu'est-ce qu'on estime devoir faire pour corriger, pour encadrer, pour rééduquer, ou au contraire pour accompagner les jeunes concernés? Alors j'ai d'ailleurs travaillé là-dessus sur la justice des mineurs, donc sur la question du traitement de la délinquance juvénile, qui rend en fait ces questions extrêmement visibles avec des institutions pénales qui sanctionnent jamais seulement des actes, mais qui réinculquent des normes à des fins de réadaptation, réhabilitation, notamment d'ailleurs des normes de genre, parce il y a toute une tradition féministe qui montre comment ces institutions inculquent des masculinités et des féminités avec un traitement très différent des garçons et des filles. Puis j'ai ensuite travaillé un peu sous ces angles-là sur les questions de sexualité juvénile, avec une réflexion sur la manière dont le monde social avait fixé des âges du consentement à la sexualité, qui étaient en fait différenciés selon que on parlait d'homo ou d'hétérosexualité. Donc à partir de quand les jeunes sont considérés capables de décider pour eux-mêmes de choisir leur sexualité. Et c'est là en fait qu'il y a eu un basculement. En fait, c'est en travaillant sur la question de sexualité que je suis tombé sur l'introduction dans le manuel de psychiatrie, là, le DSM en 1980, de la catégorie de troubles de l'identité de genre chez les enfants. Puis ça m'avait beaucoup intrigué. Qu'est-ce que cette catégorie disait des transformations du regard médical sur l'enfant, sur le genre, la sexualité. Et au même moment, il y a une étudiante, Andréane Frappier, qui menait un mémoire très intéressant sur les parents d'enfants trans qui soutiennent leur enfant, ce qui m'a amené à découvrir beaucoup plus directement cet univers. Et c'est là où finalement où les choses se sont connectées. J'ai retrouvé mes questions anciennes sur l'âge, sur la régulation des conduites juvéniles, sur des interventions adultes, mais autour de cette question des jeunes trans et non conformes sur le plan du genre. Donc voilà, donc d'une certaine manière, ce projet, c'est à la fois une bifurcation, mais aussi une continuité forte. Les jeunes concernés ont changé, mais la question finalement est la même, c'est qu'est-ce que font les adultes quand les jeunes déplacent des frontières normatives importantes? Et comment les adultes justifient leurs interventions au nom du bien de ces enfants? Et voilà, et c'est cette dernière formule, au nom du bien, qui nous renvoie à nouveau à cette question du paternalisme. Mais donc, évidemment, Gabriel, sans surprise, je te renvoie la question. Comment toi, t'en es venu à travailler sur ces questions dans tes travaux depuis notamment la question qui était peut-être déjà plus proche de l'éducation à la sexualité? Merci. Alors, moi, c'est sûr que mes intérêts de recherche ont toujours porté sur les jeunes queers, le rapport entre les jeunes queers et les institutions normatives qui les entourent. Yet, ce n'est pas nécessairement ça qui m'a amené directement à la question de la domination adulte. C'est plutôt des pratiques, c'est-à-dire que j'ai tout un bagage de formation de personnel éducatif, donc des gens qui travaillent avec des jeunes et que j'ai été appelé pour plein de circonstances, dans plein de circonstances, à former sur le vécu scolaire des jeunes queer. Et donc, dans des dizaines et des dizaines de formations, un constat qui était toujours là, c'était que je faisais face, je voyais quand je réfléchissais à comment la formation s'était déroulée, je faisais face à des nœuds dans les formations, ce qui est assez commun, notamment quand on forme ou quand on enseigne autour de sujets qui sont des sujets sensibles. Il y a souvent des moments qui sont des nœuds de compréhension qu'on peut, en tant que personne pédagogue, être amené à dénouer avec des meilleurs exemples, avec des illustrations complémentaires, avec des discussions, je ne sais trop. Mais un nœud que j'arrivais jamais complètement à dénouer et qui était un blocage constant, peu importe à qui j'avais affaire, dans quel contexte j'avais affaire, quel était le background des personnes à qui j'avais affaire, c'était le fait je faisais face, ou j'avais l'impression de faire face à une fin de non-recevoir quand il était question de jeunes personnes queer et trans et de leur capacité de se savoir et de se dire queer et trans et ou autre chose à un jeune âge. Donc, puis c'était pas nécessairement quelque chose qui était articulé comme ça, évidemment. Ça passait beaucoup par des phrases qui étaient anodines et qu'on entend constamment. Ah, je me demande comment ils peuvent savoir s'ils sont trans alors qu'ils sont si jeunes. Ou, ah, c'est à la mode d'être une personne non-binaire maintenant, c'est in de se dire non-binaire. Ou les jeunes vont dire qu'ils sont pansexuels pour faire comme leurs amis. Ou je comprends pas comment quelqu'un peut dire qu'elle est lesbienne à 13 ans, elle a encore rien connu, etc. Et toutes ces phrases-là, même si elles avaient l'air ou elles me paraissaient disparates, j'avais l'impression qu'elles relevaient d'un même fil conducteur qui me montrait que ce qui posait problème, c'était pas tant ou pas uniquement
leur orientation sexuelle ou leur identité de genre non normative, mais c'était leur orientation sexuelle ou leur identité de genre non normative au prisme de leur âge, le fait que ce soit des jeunes personnes. Donc, j'étais face à des adultes qui décrédibilisait la parole des jeunes queers en l'occurrence, qui allaient disqualifier leur capacité à se définir sans entrave. Cette idée que ces jeunes sont des jeunes qui sont influencés, qui ne sont pas capables de penser par eux-mêmes, qui sont victimes de plein d'influences extérieures, était très présente là-dedans, puis allait remettre en question le caractère pérenne de leurs affirmations. Oui, tu dis ça maintenant, mais le fameux, c'est une phase, ça va changer, tu vas revenir sur le droit chemin, tu vas rencontrer quelqu'un, puis tu vas avoir ton vécu conjugal, hétérosexuel attendu, etc. Donc ça, pour moi, c'est vraiment ça qui m'a amené à creuser dans une optique de vraiment dénouer ce nœud en formation, de le comprendre pour essayer de mettre en œuvre des choses pour le dénouer, qui m'a amené à réfléchir et à faire cette recherche sur la domination adulte plus en particulier. Euh, J'aime beaucoup parler de positionnalité en recherche. Et si tu me permets, je voulais te poser une question qui est peut-être un peu personnelle. Tu la prends sous l'angle qui te semble intéressant. Euh, donc, tu as dit, tu as évoqué le fait que dans cette étude-là, dans ton enquête, tu as été notamment en partie aller collecter la parole de parents que tu as qualifiés de transseptiques. Donc, tu pourras peut-être expliquer pourquoi tu as choisi ce terme-là plutôt que peut-être ouvertement transphobe. Donc, c'est quoi la différence que tu fais par rapport à ça? Puis j'aimerais savoir un peu comment tu te positionnes comme personne chercheuse pour aller récolter la parole de ces personnes dont je présume que tu ne partages pas l'entièreté des opinions et qui peuvent te voir comme étant une présence menaçante dans leur collectif ou ébranlante dans leur collectif. Comment tu as réfléchi ta positionnalité de chercheur, puis qu'est-ce qui t'a aidé dans ce contexte-là? Bah merci, c'est une question évidemment super intéressante. Et puis pour rebondir sur ce que tu disais à nouveau, j'aime bien faire ça avant de répondre à ta question, mais je trouve ça super important ce que tu dis, ce que tu racontes, ce dont tu témoignes de tes formations, les discours que tu rapportes en fait, c'est les discours que j'ai eu quasi tels quels dans les entretiens avec ses parents transsceptiques. Et je pense que voilà, et je pense, ça renvoie à un enjeu de débat public aujourd'hui. Le problème des transitions juvéniles tel qu'il explose dans l'espace public aujourd'hui, c'est pas seulement le fait que ce soit des transitions, évidemment ça l'est, mais c'est aussi le fait qu'elles soient juvéniles. Puis je pense que ça, c'est vraiment un truc hyper important, parce que je pense qu'il y a un renouveau du discours anti-genre qui s'appuie beaucoup sur ce cadrage protectionnel et qui permet à certaines personnes de mettre à distance précisément la catégorie de transphobie au nom du fait que c'est de la protection que de s'opposer. Et donc je pense il y a à mon avis, il y a un enjeu important à décortiquer, à prendre au sérieux en fait ça. Ça veut pas dire, dire que justifier, mais prendre au sérieux l'argumentaire pour essayer de comprendre ce qui s'y cache. Comment est-ce que, au nom de la protection, on peut exercer des violences? Parce que c'est ça que vivent les jeunes concernés en fait derrière cette opposition, c'est des violences. Donc comment protection et violence s'articulent? Bref, en tout cas, je trouve que c'est vraiment une question importante dans le débat public actuel. Et pour la positionnalité, alors oui, c'est une question que je me suis posée extrêmement concrètement. Alors d'abord, en fait, il y a plusieurs niveaux. Il y a d'abord l'accès au terrain. Après, il y a mes propres coordonnées sociales dans l'enquête. Et puis ensuite, il y a comment on a travaillé. Puis là, je dis on parce que, évidemment, Florence y a travaillé. Puis je donnerai la parole à Florence, si tu veux bien, Florence, pour compléter sur ces aspects-là. Mais donc, d'abord, sur l'accès au collectif, le collectif était très méfiant à l'égard des sciences sociales. Donc collectif français, hein, je l'ai dit, très méfiant notamment à l'égard du Canada, perçu comme un espace pro-transition. Je reprends les termes que la fondatrice du collectif me disait. Et elle m'a écrit hein, comme ça dans un courriel, si vous pensez qu'on est juste des extrémistes transphobes, ça ne sert à rien qu'on se parle. Alors voilà, donc c'était compliqué, elle était très méfiante. Donc ma réponse a été plutôt simple, même si elle m'a demandé un certain travail d'écriture. Voilà, je lui ai évidemment jamais promis que j'allais être d'accord avec elle. Je pense que éthiquement c'était très important pour moi. Ça paraît simple à dire, mais c'était pas si évident en fait quand on négocie un accès comme ça. Je lui ai expliqué assez clairement les fondements de ma démarche, à savoir que mon objectif, ça c'était sincère, était pas de produire une sociologie de la dénonciation morale. Voilà. Pour moi, dire simplement ses parents sont transphobes, ça m'aurait semblé à la fois pauvre intellectuellement et surtout, je pense que ça m'aurait empêché de penser ce qui était central, à savoir comment des parents peuvent sincèrement, parce que je crois qu'ils se pensent sincèrement comme protecteurs au moment même où pourtant leurs pratiques produisent des effets violents sur leurs enfants. Donc je pense que c'était vraiment
ce nœud-là mais ça, je leur ai pas dit comme ça, hein, parce que sinon, ils auraient jamais accepté de me donner l'accès. Mais voilà, moi, on voulait savoir quel savoir ils mobilisent, comment ils construisent leur propre légitimité morale, etc. Et donc, voilà, comment ils en viennent à penser qu'ils résistent à quelque chose qu'ils perçoivent comme dangereux. Et donc, bon, ma réponse, l'idée de dire qu'il n'y avait pas de dénonciation morale, que je voulais comprendre, etc., bon, ça a permis d'installer une certaine confiance, et je mets beaucoup de guillemets derrière confiance, vu la virulence des réactions qu'a ensuite suscité la publication de l'article. On pourra y revenir plus tard, mais ça a été assez chaud. Bon, alors ensuite, deuxième aspect, mes coordonnées sociales. Comment est-ce que mes coordonnées sociales, que je peux ici décliner comme homme, blanc, cisgenre, hétérosexuel, père de deux enfants. Ça, c'est extrêmement important. Père de deux enfants. D'abord, précision, c'est moi qui ai mené tous les entretiens. Et ces coordonnées sociales, à laquelle on peut ajouter professeur d'université, toutes ces coordonnées plus ou moins explicites dans l'interaction avec les parents, évidemment en fait contribué à faire de moi un interlocuteur plutôt légitime pour ses parents. Avec plusieurs parents d'ailleurs, on se parlait assez souvent dans l'entretien. Florence, elle peut en témoigner parce qu'elle a écouté les entretiens. On se parlait parfois comme des parents. On pouvait par exemple sourire ensemble en évoquant les conflits un peu ordinaires qu'on peut vivre avec un enfant, pas du tout sur la question trans. Un enfant qui vous tient tête, les tensions quotidiennes banales. Voilà, ça aussi, ça permettait à créer une sorte de lien avec eux. Mais par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces entretiens, ils étaient extrêmement éprouvants à mener. Pour moi, ils étaient très éprouvants. C'est probablement parmi les plus éprouvants que j'ai menés de toute ma carrière de sociologue. D'abord parce que j'étais en profond désaccord avec ce qui était dit, et que eux essayaient de me convaincre du fait que c'était leur enfant qui allait pas bien, etc. Ensuite parce que bah, c'est des entretiens très longs, aussi très chargés émotionnellement. Les parents, ils pleuraient souvent, ils racontaient des deuils, ils racontaient des violences, ils racontaient des événements biographiques très durs. Pourquoi ils racontaient ça? Parce qu'ils se persuadaient que c'est ça qui expliquait le désir trans de leur enfant. Voilà, une mère, par exemple, qui commence l'entretien en racontant le décès très tragique de son mari, du père de ses enfants. C'était très, très douloureux. Pendant 30 minutes, dans les détails du décès. Enfin, c'était vraiment. Et puis, pourquoi elle me racontait ça? Parce qu'elle estimait que c'était ça qui expliquait vous voyez, donc le mal-être supposé qui créerait le désir trans. Donc voilà, donc je te dis, c'est un peu particulier parce qu'il y avait comme une forme d'empathie, je me prends beaucoup de guillemets face à une souffrance qui pouvait être réelle, mais cette empathie, elle cohabitait constamment avec un profond désaccord et surtout avec une incompréhension totale, y compris comme parents d'ailleurs, face à une opposition qui devenait quasiment obsessionnelle à la parole de leur enfant, quoi. Et voilà, donc je dirais que c'était la difficulté qui était presque éthique, c'était comprendre des personnes dont on peut saisir la souffrance sans jamais adhérer à ce qu'elles font de cette souffrance, quoi. Voilà. Bref. Et puis dernière chose sur la positionnalité, bah, une fois les entretiens terminés, pour commencer l'analyse, j'ai cherché des auxiliaires de recherche. Et puis Florence, qui est ici, elle a déposé un CV. Je la connaissais un peu parce que elle avait suivi un de mes cours un petit peu plus tôt. Et je l'ai recrutée notamment pour retranscrire une partie des entretiens, en la prévenant d'ailleurs du caractère violent du matériau. C'était évidemment extrêmement important. Et là, donc, je ne parlerai pas à sa place, mais je pense que ces entretiens l'ont suffisamment marqué pour que Florence me demande si elle pouvait en faire une première analyse dans un cours de sociologie de la famille. Puis je lui ai dit évidemment oui. Et puis c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir ensemble sur le matériau qui a abouti finalement à la publication de l'article. Mais Florence, je te laisse la parole. Si tu veux dire comment tu as vu, entendu ces entretiens. Bonjour, déjà merci pour l'invitation. Juste pour me positionner un peu plus personnellement, donc je suis une femme trans, j'ai 31 ans, j'en ai transitionné à 19. Je suis actuellement à la maîtrise en sociologie avec Nicolas et je travaille sur les féminités trans non hétérosexuelles. Et ben, évidemment, mais ma propre positionnalité était liée quand même au contexte de l'article, à travers mes propres expériences personnelles, mais aussi familiales. Et déjà pour la transcription des entretiens, Nicolas Salé m'avait fait un genre m'avait déjà fait quand même un trigger warning, comme on dit. Et en effet, c'était assez violent, assez déshumanisant, rétrograde dans les propos. Et je me suis quand même buté à la question de comment ça m'a atteint de faire la transcription de ces entretiens-là en tant que personne concernée. Puis,
Et on dirait qu'il y a un flou quand même qui persiste. Puis c'est peut-être là quelle est la réponse d'une certaine façon. Euh, Parce que je pense que j'ai utilisé une stratégie que j'emploie comme au quotidien pour faire face à la transphobie un peu partout, qui consiste à mettre à distance, à tourner à la dérision. Puis j'ai même transformé un peu cette expérience-là désagréable en une expérience de solidarité féminine avec ma mère. Parce qu'on parlait des entretiens ensemble, on s'appelait au téléphone des fois, puis on en jasait pour ventiler, pour intellectualiser, pour rire un peu, se moquer même parfois des réactions transphobes des parents. Puis on a fait ça un peu avec Nicolas aussi. On se faisait des petites séances où on s'appelait, puis je pense que les deux, ça nous aidait à ventiler. Et même des fois, je remarquais dans la transcription que vers la fin des entretiens, Nicolas, ton niveau comme d'énergie commençait à comme s'estomper, puis ça paraissait quand même juste à travers ta voix là, que c'était dur mentalement. Et donc, entre ces stratégies-là de mise à distance, méthodologiquement, moi, ça m'a permis de neutraliser un peu la violence de ces propos-là et éviter qu'ils m'atteignent trop directement et être capable de comme rester engagé dedans sans en être submergé, en fait. Et je sais pas si Nicolas, tu voulais que je dise un petit mot sur l'angle de l'article. Ouais, OK. Donc, c'est ça, c'était dans le cadre d'un cours, d'un séminaire de sociologie de la famille. Et dans celui-ci, je m'étais appuyé sur les travaux justement de Camille Masclet, qui aborde les trajectoires de parents d'enfants LGBT. Comme Nicolas l'a dit, c'est de là un peu qu'est venu le concept de carrière, en tout cas dans le cadre des parents, une carrière d'acceptation. Et elle soutenait un peu prudemment quand même que les parents non acceptants n'entraient pas dans cette carrière-là. Et pourtant, quand j'ai fait les premières petites analyses pour ce cours-là, je me suis rendu compte que ben, les entretiens que Nicolas avait fait, ben, ils montraient autre chose. Que ces parents-là, ben, ils passaient sensiblement par les mêmes étapes, un peu par les mêmes tâches de choc, de recherche d'informations et de repositionnement un peu face à la déviance de leur enfant. Et à la différence, en fait, que cette carrière-là alimente plus leur scepticisme. Et c'est un peu ça, en fait, qui a amené à l'idée de parents transseptiques. Donc, voilà. Et Gabriel, tu peux peut-être toi-même nous évoquer ta propre positionnalité? Oui, mais d'abord, merci Florence d'avoir pris part à la réponse à cette question et d'avoir partagé ton expérience. Euh, alors, pour moi, c'était très important de réfléchir beaucoup à ça, parce qu'il y a comme un paradoxe évident du fait de travailler sur la domination adulte en étant un adulte qui va parler à des jeunes de ce qui se passe avec d'autres adultes. Donc, pour moi, c'était très multiniveau en termes de complexité. Je pense que en entretien, il y avait trois choses qui, au moins, qui étaient à l'avant-plan pour moi. Il y avait le fait que, donc, effectivement, j'étais une personne adulte, j'avais face à moi des personnes qui étaient mineures et qui pouvaient estimer, comme une espèce de mise en abîme du sujet, mais que j'allais penser mieux comprendre quelle est leur propre expérience. Donc, j'avais comme une vigilance par rapport à ça. Un autre aspect de vigilance, tu l'évoquais un peu, Nicolas, tout à l'heure, mais tu sais, c'est le fait que je suis une personne scolarisée, une personne chercheuse, une personne affiliée à l'université, etc., et que les personnes à qui je m'adresse, en partie en raison de leur âge, mais sont souvent beaucoup moins scolarisées que moi. Donc, il y a cet enjeu de, effectivement, qui détient l'expertise, à quel sujet, puis la liberté d'offrir une parole qui n'est pas une parole qui est acceptée souvent par les adultes, ou enfin dans l'expérience des jeunes auprès de qui je me suis, à qui je me suis adressée.
Et puis l'autre aspect, c'était que j'étais ou je suis une personne qui est perçue comme cisgenre et hétérosexuelle, même si je suis une personne queer, mais on est tous perçus comme cisgenre et hétérosexuels jusqu'à preuve du contraire. Donc il y avait cette question-là de triple, et voire plus, mais au moins de triple rapport de pouvoir dans lesquels je me situais de façon privilégiée par rapport aux jeunes personnes à qui je parlais. Donc ça, pour moi, ça a été très compliqué de résoudre ce truc. Je n'ai pas la prétention de l'avoir résolu non plus. Mais je pense que c'est important pour moi de reconnaître que ma seule présence en situation d'entretien contribuait à créer quelque chose. Et juste mon apparence, parfois, pouvait aussi contribuer à contraindre certaines paroles, libérer d'autres types de paroles, etc. La manière dont j'ai essayé de me sortir de ça, puis c'est pas nécessairement, tu sais, c'est pas optimal nécessairement, ou enfin, c'est pas quelque chose qui n'est pas à peaufiner avec le temps, mais c'est un peu adopter cette position de, euh, je me souviens plus quel auteur, mais qui parlait du least adult role. Donc, comment je peux ne pas miser trop sur cette apparence de privilège, apparence de pouvoir, et par exemple, en parfois faisant mon coming out en entretien. C'est pas quelque chose que j'ai fait systématiquement. Ça me semblait pas approprié de le faire systématiquement, mais parfois, ça m'a semblé être approprié puis créer quelque chose en termes d'un lien de confiance optimisé, de surcroît quand les entretiens avaient lieu en visio. Donc, il y a vraiment un enjeu peut-être d'une complexité accrue. Parfois, utilisation de l'humour. Alors, ça peut sembler banal, mais c'est aussi une manière de comme dédramatiser l'espèce de le sujet tendu, la situation un peu intimidante d'entretien. Donc, ça pouvait être ça. Le fait que, alors, il y a comme aussi un rapport paradoxal avec la prise de notes. Il y a des fois des moments en entretien où je prenais beaucoup de notes parce que pour moi, c'était une manière de dire ce que tu dis est important et en tant qu'adulte, je t'écoute. Puis parfois, je n'ai pas pris de notes du tout. J'ai vraiment cherché à prendre le moins de notes possible pour pas que ce truc-là pour pas que ça réitère le fait qu'on est en situation d'entrevue, puis que ça réitère une espèce de dynamique encore une fois, qui contribue à intimider peut-être des jeunes personnes. Fait que ça, c'est un peu l'étendue de certaines réflexions. Ça a permis, alors c'est pas, quand je dis que c'est pas optimal, c'est que ça a permis certaines choses, ça a permis d'atténuer certains types de rapports de pouvoir, mais j'ai aucun doute que je n'ai pas, j'ai pas été en capacité de venir à bout de la manière dont, effectivement, en entretien, j'ai pu contribuer par ma seule présence à limiter certaines paroles. Notre temps se termine bientôt, Nicolas, puis je me demandais si peut-être peut-être dernière question qu'on pourrait se poser avant d'ouvrir à tous la discussion. On a un peu parlé conceptuellement, on a un peu parlé de notre rapport à l'objet de recherche, notre positionnalité, etc. J'aurais aimé peut-être qu'on termine notre partie à toi et moi en évoquant certains constats de recherche. Tu sais, mettons, je ne sais pas si tu te sens à l'aise de nous, ben, je présume, hein, de nous évoquer peut-être comment, ce que tu as constaté, comment on devient un parent transseptique. C'est quoi les grandes lignes? Qu'est-ce que tu retiens de ton enquête? C'est toujours une question à laquelle on peut répondre en de nombreuses heures, là, en l'occurrence. Tu as quelques minutes, mais bon. Mais non, mais je vais tenter en quelques minutes, et évidemment, c'est important. Et peut-être que ça me permet d'expliquer pourquoi on a dit transseptique et pas transphobe. En fait, c'est peut-être là-dessus que je vais centrer le propos. En fait, donc, ben, comme je disais, je pense qu'il y a un des résultats de l'article, c'est la différenciation des formes d'opposition selon l'âge des enfants. Et notamment selon que l'enfant est encore mineur au moment de l'opposition, ou selon qu'il devient majeur au moment de l'opposition, ou selon qu'il est majeur déjà au moment de l'opposition. Et en fait, vous allez voir, c'est assez particulier. Je me suis rendu compte, en fait, un peu après coup, c'était pas du tout un critère de recrutement, que parmi la dizaine de parents que j'ai rencontrés de ce collectif-là, la moitié avaient des enfants qui étaient mineurs au moment de leur opposition, et l'autre moitié avait des enfants majeurs, et puis il y avait un dont l'enfant devenait majeur au moment où je leur parlais, donc c'était assez intéressant. Je dis leur parce que là j'ai rencontré la mère et le père dans ce cas-là. Et en fait, bon,
quand les enfants étaient encore mineurs, bon, les parents disposaient de ressources très concrètes liées à l'autorité parentale. Alors, alors leur opposition, avant qu'il y ait une opposition à la transition de genre de leur enfant, qui pouvait prendre des formes assez variées, contrôler les réseaux sociaux, changer d'établissement scolaire, chercher activement des professionnels alignés avec leurs propres positions, retarder ou empêcher certaines démarches de transition, etc. Bon, bref. Donc, d'éléments mais qui était marqué par la structuration très forte d'un discours de protection, d'un espèce d'espoir que l'enfant va changer d'avis, d'une mise à distance très forte de l'idée de transphobie avec l'idée, si jamais ça se maintenait dans le temps, alors, c'est toujours un peu la caractéristique de ce discours protectionnel, c'est l'acceptation d'une transition à partir d'un certain âge. Mon enfant est trop jeune, mais un jour il pourrait. Un jour il pourrait. Vous voyez, donc cette espèce d'idée que finalement, ça n'est qu'une opposition temporaire liée à la juvénilité de l'enfant, et qui en fait est rendue possible par l'espoir très fort du parent que l'enfant va un jour changer d'avis et que de toute façon, ça n'est qu'une phase, parce que je pense que le parent le croit sincèrement. Alors c'est là où d'ailleurs Florence racontait certains moments d'humour. C'est vrai que parfois cet espoir est tellement naïf qu'il prête à sourire. On a des exemples, par exemple, je sais pas moi, une mère qui me disait, donc c'était son enfant assigné fille à la naissance, un enfant qui a d'abord fait, visiblement, je n'ai pas rencontré l'enfant, mais un coming out transmasculin, puis ensuite qui dit à sa mère que elle est non-binaire, etc. Puis la mère me dit, voilà, je suis très contente. Alors, je la rencontrais le lendemain du deuxième coming out non-binaire, puis elle me disait, je suis hyper contente aujourd'hui, ça va bien, parce que, voilà, en fait, elle interprétait la non-binarité comme juste une étape en vue du réalignement vers l'identité de genre assignée, enfin alignée au sexe assigné à la naissance. Et donc, elle avait vraiment un espoir sincère. Puis elle me racontait, alors elle, c'était une mère qui avait beaucoup de moyens financiers en l'occurrence, et elle me racontait que elle avait multiplié les voyages pour aérer l'esprit de son enfant. Elle me racontait notamment un voyage, un safari en Afrique où elle racontait qu'elle avait fait rencontrer à ses enfants, à son enfant, tout un ensemble d'animaux dans le safari, et que ça l'avait confronté à la biologie, à la différence des sexes, et que finalement c'était ça qui lui permettait que son enfant finalement se réaligne à son sexe. Donc ça peut légitimement prêter à sourire, cette espèce de, de, d'espoir naïf d'un réalignement, etc. Mais voilà, donc une mère qui était en fait profondément sceptique sur la transition de genre de son enfant, qui pouvait en fait finalement mettre à distance les propos, en tout cas les plus transphobes, par cette espèce d'espoir d'un changement à venir. Et en fait, ce qu'on observe, ce qu'on constate, c'est que les parents d'enfants adultes, qui sont en fait assez présents dans le collectif, au contraire, eux, donc il y a des premières démarches de transition qui sont souvent amorcées par les enfants. Et là, en fait, les parents, l'opposition se transforme en une forme de colère très forte des parents vis-à-vis de leur enfant. Donc là, l'espoir disparaît. En même temps d'ailleurs que disparaissent les prises dont disposent les parents sur leur enfant, en même temps que disparaissent les prises liées à l'autorité parentale, par exemple, et une colère et, et aussi une violence transphobe dans les manières de décrire son enfant, dans les manières de... Donc là, je ne vais même pas donner de citation parce que ce serait inutilement violent, mais tout est dans l'article pour ceux qui seraient intéressés d'aller lire. Mais voilà, en fait, ce qui nous intéressait, c'était de montrer un transsepticisme de départ, c'est-à-dire un scepticisme profond, un doute profond, et qui s'accompagne d'une sorte de certitude protectionnelle. Et en fait, comment ces certitudes protectionnelles volent en éclats à au passage à la majorité et révèlent en fait une violence transphobe qui est profondément implicite au départ, mais qui se révèle à l'âge adulte. Et donc finalement, les parents finissent transphobes. Je pense que l'aboutissement de la carrière dont on parlait, l'aboutissement de toute cette longue conversion, c'est en effet une transphobie à l'âge adulte, au moment où l'enfant est adulte, qui est forte et qui est crue, en fait, qui paraît vraiment dans les termes, quoi. Voilà. C'est peut-être le premier résultat. Peut-être une dernière petite chose, c'est quand même que on n'a pas, je n'ai pas constaté de fondamental, ça, je vous laisserai là-dessus, mais pas de fondamentale différence sociologique ou sociodémographique. Et ça, pour moi, c'est un élément hyper important entre les parents qui acceptent et les parents qui s'opposent. C'est-à-dire, c'est des parents qui viennent à peu près des mêmes milieux sociaux. Et les parents qui s'opposent, là, c'est les parents plutôt de milieux aisés, mais quand même avec des forts capitaux culturels, souvent des enseignants, profs d'université, etc. On n'est pas dans la droite catholique réactionnaire, quoi, voilà, pour le dire extrêmement concrètement. Et les parents s'en distinguent beaucoup. C'est-à-dire, en fait, c'est une opposition, c'est un discours anti-genre, mais qui s'appuie sur des ressorts quand même sociologiques
et discursif assez différent des discours anti-genre catholiques début années 2000. En France, on a vu la Manif pour tous, le Vatican. Enfin, là, on est vraiment au contraire avec des parents qui revendiquent d'ailleurs la rupture avec d'héritage-là. En fait, ils les rejoignent d'une manière ou d'une autre, hein. Il y a une sorte de nébuleuse anti-genre qu'a d'ailleurs décrite la Judith Butler dans un récent livre, c'est très bien fait. Et ils se revendiquent beaucoup d'un féministe turf à la fin, les mères en tout cas, voilà, revendiquent une sorte de féminisme anti, anti-trans, etc. Mais voilà, donc une espèce de... Et ça, je trouve que c'est un truc important parce que je pense que dans le débat public actuellement, cette nébuleuse-là, elle a une importance forte. C'est-à-dire que c'est pas simplement les vieux cathos. Pour le dire très très rapidement, les vieux conservateurs auxquels on pouvait être habitué dans les années 2000, mais que là, il y a comme une sorte d'extension du discours anti-genre ou de la rhétorique anti-genre et qui prend d'autres formes, quoi. Voilà. Gabriel, toi, peut-être pour conclure, tu concluras donc avec quelques résultats aussi de ton travail. Oui, merci Nicolas pour ces exemples très concrets. Je vais y aller rapidement avec aussi certaines pistes qui peuvent guider des commentaires ou des exemples au terme de notre présentation. Alors, ce qui a émergé de l'enquête que j'ai menée, c'est effectivement, sans grande surprise, que l'âge est une donnée centrale parce que les jeunes à qui j'ai parlé étaient donc mineurs et donc qui n'étaient pas autonomes sur le plan économique, habitaient encore presque toujours chez leurs parents ou responsables légaux. Et donc, conséquemment, ça a contribué à accroître leur vulnérabilité parce qu'ils étaient assez tributaires de comment leurs parents allaient accepter ou non, réagir bien ou non face à leur révélation de leur queerness ou de leur transitude. Beaucoup de jeunes qui ont rapporté que les adultes cherchaient à trouver des boucs émissaires. Alors, qu'est-ce qui est... bon, puis c'est presque, encore une fois, on rigole presque, c'est presque exagéré, mais bon, il y a les réseaux sociaux, les amis sont responsables, l'éducation woke, certaines séries, l'effet de mode, un vécu hétérosexuel difficile, donc tu es lesbienne parce que c'était compliqué avec tel garçon, mais etc., ça va revenir, l'abus sexuel, etc. Donc, il y a une espèce de quête de bouc émissaire que tu évoquais tout à l'heure aussi et puis euh, donc les parents vont ensuite agir et utiliser, d'après les jeunes, leur autorité parentale pour minimiser l'exposition à ces boucs émissaires qui sont identifiés. Donc on va chercher à interdire parfois certaines fréquentations, à limiter l'usage des réseaux sociaux, on va chercher à exposer à des contre-discours aussi pour montrer que dans le fond, il n'y a pas que ça, il y a aussi comme s'il y avait deux pendants qui s'équivalaient ou encore obligé à recourir à des thérapeutes qu'on pourrait considérer comme non queer-friendly. Et donc, ce qui était évoqué par les jeunes personnes à qui je me suis adressée, c'est d'une certaine manière le fait que les adultes se repositionnaient comme étant au centre des parcours des jeunes queer et trans. Donc, il y avait un coming out souvent initial, puis après ça, la conversation ne devenait pas à propos des jeunes personnes queer et trans et de leur coming out, mais bien de ce que ça générait chez les adultes autour d'eux. Donc, c'est quoi les émotions des adultes? C'est quoi les inquiétudes des adultes? Donc, la conversation se dirigeait souvent vers ça plutôt que sur le vécu et sur les besoins des jeunes personnes concernées. Donc, on a beaucoup évoqué, beaucoup de jeunes personnes ont évoqué la décrédibilisation de l'identité qui était revendiquée ou nommée dans un coming out, notamment par un renvoi à l'âge. Donc, tu es trop jeune, donc tu ne sais pas, ou tu vas voir d'autres choses, ou ça va changer, etc. Donc, c'est comme si un peu si la parole des jeunes se suffisait très peu à elle-même. S'il fallait qu'il y ait une caution adulte, s'il fallait qu'il y ait un médecin qui soit d'accord, un psychologue qui soit d'accord, un adulte qui appuie ça pour que ça vaille, ça pèse de la même façon qu'une parole adulte d'une certaine manière. Il y avait aussi ce qui a beaucoup, beaucoup émergé, c'est la manière dont les adultes avaient la main mise sur l'expression de genre des jeunes personnes. Parce que les adultes vont tenir les cordons de la bourse et vont avoir leur mot à dire sur le type de vêtements qui est acheté, sur la coiffure, sur le port d'accessoires, etc. Vont avoir un contrôle, vont chercher à exercer un contrôle sur la pilosité des jeunes personnes. Donc, rase telle chose, laisse pousser tel poil, etc. Donc, encore une fois, par le contrôle, notamment symbolique, mais économique aussi, il y avait cette mainmise un peu. Puis beaucoup, puis je vais peut-être terminer là-dessus, mais beaucoup de gestion sur les modalités du coming out. Donc, un coming out qui était souvent géré, co-géré ou presque approprié dans certains cas par les adultes. Donc, cette idée que, ah oui, t'es non-binaire, mais là, tu vas quand même pas le dire à telle personne parce que telle personne est vulnérable, telle personne est cardiaque, et là, si tu lui annonces que tu es
je sais pas, pan, bi, trans, c'est trop, ça va générer trop de chocs, trop de souffrance, etc. Donc, encore une fois, une manière que la conversation devienne à propos des adultes plutôt qu'à propos des jeunes personnes elles-mêmes. Dis ou ne dis pas ton orientation sexuelle ou ton identité de genre à tel moment, c'est ou non, c'est pas approprié. Puis dans certains contextes, juste une appropriation du coming out, de dire, ben là, moi, je trouvais que c'était important d'aller en parler à telle personne ou de ne pas en parler à telle personne. Donc, vraiment une mémise adulte aussi par rapport à ça. Fait que bref, moi, ce que j'en retiens ce premier, et ce que je pense qui est important de retenir de ce premier tour d'horizon, c'est cette idée que les jeunes queers à qui je me suis adressée, les jeunes personnes trans à qui je me suis adressée, vont rapporter à être contraintes par les niveaux d'aise des adultes, par les conditions posées par les adultes, par les temporalités qui sont des temporalités adultes dans leur propre capacité d'explorer leur genre, d'explorer leur sexualité. Donc, ça fait partie des constats qui émergent de cette recherche. J'ai aucun doute qu'il y a plein de gens qui ont des partages d'expériences, commentaires, questions. Donc, Et je tiens juste à dire, Gabriel, qu'on avait prévu, et qu'on ne le fera pas là, parce qu'on veut laisser la place à la discussion, mais on avait quand même prévu une dernière petite question sur qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça. Donc si jamais il y avait des questions, parce que là c'est quand même des constats plutôt accablants et pessimistes, ouais. mais si jamais il y avait des questions et qu'on voulait ressortir avec peut-être une petite dose d'espoir, on pourrait aussi bifurquer vers ça. Ben, merci à vous deux pour les premiers échanges comme ça entre vous.